On dépose les armes à l'entrée, la raison, je l'entends, Jean-Marc. C'est bon, Sophie, cette musique. Hein, ouais, hein. Sophie Fay, chef du service éco de l'Obs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Jean-Marc Sylvestre, on ne le salue plus, il est là tous les soirs. Bonsoir, Jean-Marc. Il y a ses ronds de serviettes ici. Bon, la question d'After Business. Ce soir, cet accord trouvé par les ministres du Travail de l'Union européenne sur les travailleurs détachés, sur la réforme de cette directive, est-ce que tout ça va mettre fin au dumping social en Europe? On sait que revoir cette directive, c'était une promesse phare de campagne. On en a beaucoup parlé. C'est un sujet très clivant pendant la campagne présidentielle. On rappelle que la France accueille 300 000 travailleurs détachés. C'est le chiffre à peu près, on va dire, officiel. Au terme de 12 heures de négociation, parce que ça a pris du temps, est-ce qu'on peut dire que ce compromis, il est honorable, il est insuffisant ou il est ambitieux? Sophie? Il est honorable, au moins on en a trouvé un, l'Europe avance, il fallait le trouver avant le 1er janvier puisque la Bulgarie va prendre la présidence de l'Union et que ça ne sera pas forcément en tête de ses priorités puisque c'est un des pays qui bénéficie qui envoie davantage de travailleurs détachés hors de chez elle, donc c'est pas si mal, au moins ça remet l'Europe en marche, même si on sait qu'il y a des lacunes, puisque certains pays, certains secteurs n'y sont pas, comme le secteur des transports. On va en parler. Voilà. Donc c'est honorable, c'est un compromis qui est honorable. Honorable pour moi. Honorable aussi pour Jean-Marc Sylvestre. Bien sûr, il ne faut pas se plaindre de l'avancée d'une Europe, notamment sur le domaine social, puisque ça... On peut vraiment dire que l'Europe sociale, Jean-Marc, sort renforcée, oui, sans aller jusqu'à dire, évidemment, on a tous envie qu'il n'y ait plus de dumping social en Europe. Je vais vous dire oui, parce que cet accord en cache un deuxième. C'est que derrière cet accord, il va falloir mener maintenant une négociation sur l'harmonisation des régimes sociaux. Parce que si vous avez bien vu l'accord, à travail égal, salaire égal, mais les cotisations sociales restent payées dans le pays d'origine. Ce qui veut dire qu'il va encore y avoir des différenciations entre l'origine de ces pays. Et ça va se résorber par un accord qui est prévu, une négociation qui est prévue dans les 2 ans qui viennent sur la coordination des régimes sociaux et des modèles sociaux. Alors ça va pas se passer facilement. D'abord parce que ça a déjà été difficile la nuit dernière. Hein. Vous rappeliez tout à l'heure l'exception des chauffeurs routiers. Il faudra d'ailleurs s'interroger sur le fait que les Espagnols ont voté cet accord alors qu'au départ ils étaient contre. Mais ayant obtenu une exception pour leurs chauffeurs routiers, à mon avis, ils ont voté pour. Il a dû y avoir une monnaie d'échange de ce côté-là, mais passons. Reste qu'il va falloir ensuite préparer, mettre en place l'accord. On n'est pas totalement d'accord sur la période. Les uns disent les Français pensent qu'il faut que ça démarre dans l'année qui vient, dans les 2 ans. Mais il y a surtout l'opposition des Allemands. Le grand silence dans cet accord, ce sont les Allemands. Que les pays émergents de l'Europe de l'Est soient défavorables à ça, je les comprends, parce qu'en fait, ça va toucher à leurs salariés qui risquent, eux, d'être en concurrence directe avec le monde. Mais que les Allemands ne disent rien, et non seulement ne disent rien, mais le patronat allemand a quand même été très sévère hier soir. Très sévère hier soir. Il considère cet accord comme inacceptable, de la bouche même du président du patronat allemand. Inacceptable parce que une partie de la prospérité allemande était fondée sur l'utilisation des travailleurs déplacés. Non seulement des travailleurs déplacés en provenance de la frontière Est, mais également la prospérité provenait du déplacement de leurs propres ingénieurs à des prix élevés vers l'ouest. Travailleurs détachés, parce que déplacés encore, c'est un peu les deux. Hein. Parce que quand vous dites la France a 300 travailleurs... 300 000. 300 000, oui. Elle en a 100 000 qui expatriés. Exactement. Elle en a 100 000 d'expatriés, qui sont également concernés par cette affaire. Mais ce n'est pas les mêmes. Sophie. Ah non. Oui, c'est bien. Au moins, le patronat allemand va être obligé de changer quand même un peu ses pratiques, ce qui est une bonne nouvelle, notamment pour certains secteurs comme le secteur agricole ou le secteur de l'agroalimentaire. Ils vont être obligés. Mais non seulement, mais la mécanique, l'automobile, l'industrie automobile, des secteurs à haute valeur ajoutée qui étaient quand même. Mais on met pas fin, partie de leur productivité. J'insiste, on met pas fin au dumping social ou pas en Europe avec cet accord qui touche 1% de la main-d'œuvre européenne, ou dire c'est celle qui se déplace d'un pays à l'autre. Non, on crée les conditions pour qu'on puisse. Jean-Marc. Oui, on essaye d'harmoniser pour que ce soit tout de même mieux. Alors il y a encore des pans qui y échappent, mais on va quand même vers c'est moins pire qu'avant, dit Philippe Martinez. Bien sûr. Mais oui, c'est nettement moins pire qu'avant. Et puis surtout, c'est limité dans le temps. Normalement, les contrats ne pourront plus durer qu'une année et pas 24 mois comme le voulaient certains. Ça peut monter à 18 mois en cas de dérogation. Ça pourra monter à 18 mois en cas de dérogation. Et puis il faudra bien faire attention. On n'a pas interdit dans cet accord les cascades de sous-traitants. Et donc, on a interdit les sociétés boîtes aux lettres. Voilà, mais on va faire la chasse aux sociétés boîtes aux lettres. Ouais, mais on ne sait pas très bien comment on va contrôler
le fait qu'un travailleur détaché ne soit pas pendant un an dans une société, puis après un an dans une autre, et que... Mais ça va poser d'autres problèmes. Et ça va mettre la France face à certaines de ses responsabilités. Parce que dans certains secteurs, en particulier dans le BTP, ou dans certains secteurs comme la construction navale, autour de Saint-Nazaire, on avait besoin des travailleurs détachés parce qu'on n'a pas forcément les compétences et pas forcément les... On n'a pas les compétences, vraiment ? Les personnels formés en quantité suffisante, au moment suffisant et à l'endroit donné pour ou assez de candidats pour occuper ces jobs. Mais Sophie, il va falloir former. Continuer de les utiliser au prix du français. Oui, mais sur un an. Vous ne pourrez pas les utiliser pendant 3 ans. Mais c'est qu'en moyenne, on les utilise, pardon de dire ça comme moins ça, d'un an. 4 mois. Oui, pourquoi baisser le plafond, encore une fois, de la durée du contrat d'un quelqu'un qui est détaché à 1 an, 18 mois avec dérogation, alors que dans les faits, c'est 4 mois. Parce que c'était des amortisseurs de conjoncture. Ils servaient à amortir des sauts de conjoncture. C'était un élément de la flexibilité, un élément de la souplesse. Et puis on parle d'une moyenne, et dans certains secteurs, c'était beaucoup plus. Oui, effectivement. Sur la rémunération, vous l'avez dit, les travailleurs détachés seront désormais payés au même salaire que les travailleurs locaux. Ça, c'est une vraie avancée. Ça. Pour eux, oui. Oui, mais vous avez un patronat qui considère que c'est un recul en termes de compétitivité pour leurs propres services et leurs propres produits. C'est notamment le cas dans l'Europe du Nord, c'est le cas de l'Allemagne. Ça peut être le cas parce que le patronat français est très discret jusqu'à maintenant dans cette situation, mais ils ne doivent pas en penser moins. Vous comprenez ? C'est quand même très utile, très habile de pouvoir disposer d'une manœuvre. Oui, mais qui était moins bien payée, encore une fois. Oui, elle était moins bien payée. Donc elle était corvéable à souhait. C'est moins bien payé. Elle ne comptait pas ses heures. Et puis qui posait des problèmes de distorsion de concurrence. Si vous aviez les entreprises qui essayaient d'utiliser de la main-d'œuvre locale, qui avaient une attitude civique, une attitude proactive pour leur territoire, et qui se faisaient concurrencer par des sociétés qui, elles, faisaient appel à cette manœuvre moins chère. C'est vrai. La grande interrogation, c'est quid de l'Allemagne, quid de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie. L'Espagne, d'abord, le Portugal et l'Italie ensuite, sont sortis de la crise en dévaluant leurs salaires, c'est-à-dire en profitant de bas salaires. D'accord ? Et aujourd'hui, ils vont se retrouver avec une égalité de salaire. Ils ont à peine retrouvé leur niveau de production d'avant la crise. Ils sont encore à des niveaux de chômage en Espagne à 19%. Ça pose un vrai problème. Est-ce qu'on peut utiliser les coûts de production comme variable d'ajustement ? Mais là, vous êtes dans le sens de la concurrence sociale. Bien sûr. C'est pas l'objet, en tout cas, c'est pas l'objet de cette directive. Bien sûr. Non, c'est pas l'objet de cette directive, c'est d'en faire un peu moins. C'est que tout travail doit être payé de la même manière, au même endroit. Il n'y a pas de raison de payer moins un salarié, pour le même poste, pour la même tâche, de payer moins un salarié qu'un autre, quoi. Le patronat allemand, il voit deux inconvénients, deux conséquences directes. Un affaiblissement de la compétitivité allemande. Personne s'en plaindra en Europe. Et puis deuxièmement, un renforcement des délocalisations industrielles allemandes, chose que les Allemands ont toujours freiné, les délocalisations. Et puis le troisième impact, quid de ce qui va se passer avec les immigrés hors Europe ? Et ça, c'est le grand mystère allemand. Donc, Madame Merkel a été absente complètement parce qu'elle est complètement prise dans la négociation pour la constitution de son gouvernement. Ça n'a pas l'air d'être facile. C'est le patronat qui a pris la parole. Cela dit, le patronat allemand a tort d'avoir cette position parce que s'il y a un peu de relance, s'il y a un peu plus de salaire en Europe, il y aura un peu plus de croissance. Évidemment. Et puis, ils seront un peu moins montrés du doigt. Et puis, ils ont aussi une extrême droite qui a beaucoup progressé ou dans les qui a fait son terreau aussi, évidemment. Dans les lenders de l'Est, sur cette problématique. C'est intéressant. Et puisque vous êtes sur le terrain politique, quelque part, la position du patronat allemand rend service à Macron. Oui. Juste un accord donc honorable, mais Paris qui a dû transiger aussi sur l'entrée en vigueur de cette directive révisée. On s'excite là, mais ça ne sera pas au mieux avant 2022 qu'elle entrera en vigueur. Oui, mais le signal est donné maintenant, et donc on peut... On est dans le symbolique. On est plus que dans le symbolique, on sait très bien qu'on... Non, ça touche 1% des travailleurs en Europe en même temps. Je veux dire, 99% des travailleurs ne sont pas cons. Oui, mais vous savez bien que la marge, elle se joue toujours sur les phénomènes marginaux. C'est-à-dire que si vous avez un concurrent qui le fait, l'autre entreprise va être obligée d'ajuster ses prix et va perdre en bénéfice et donc va perdre en capacité d'achat. Oui ou non, c'est la fin du dumping social en Europe avec cette directive. Non, c'est pas la fin du dumping social, parce que le social servira toujours de variable d'ajustement, comme le fiscal.
comme le fiscal. Ouais, un autre mais sujet, ça. Oui, mais c'est un peu le même. Hein. On est sur dans la même logique. Donc ton d'un côté et... Mais on avance. On commence à s'occuper des vrais problèmes. Début. On commence à regarder, c'est quand même un début positif. Et on ne peut que s'en féliciter. Allez, merci à tous les deux. Sophie Fay, chef du service éco de l'Obs, et Jean-Marc Sylvestre. Merci à tous les deux. After Business tous les soirs jusqu'à minuit sur BFM Business, bien sûr. After Business, le Late Show Éco qui vous fait découvrir tout ce que le business a fait de sa journée.